Position fiscale, en matière d'impôts locaux, évaluation des valeurs locatives des établissements industriels, déterminée selon une méthode comptable, donc ce qui va générer une nette augmentation normalement de la base imposable, et définition des locaux industriels revêtent à caractère industriel, donc les bâtiments et les terrains qui servent à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessitent d'importants moyens techniques. Exclusion de la qualification de biens industriels lorsque la valeur des équipements techniques ne dépasse pas 500 000 euros. Et donc là, on nous dit comment on calcule, cette limite de 500 000 euros. Donc en dessous une valeur de 500 000 euros, la base sera toujours la base actuelle, c'est-à-dire que sur la valeur locative, par comparaison, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pour les biens industriels dont la valeur sera supérieure à 500 000 euros, ce sera la valeur comptable qui sera retenue. Donc la base sera nettement supérieure à celle qu'on peut connaître aujourd'hui. L'entrée de la mesure au 1er janvier 2020. Donc, pour compenser cette hausse, donc il y a une mesure de lissage des variations importantes de valeur locative. Donc ce dispositif s'applique pour les changements constatés à partir du 1er janvier 2019. Donc la réduction s'applique lorsque la variation de valeur locative excède 30% de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement. La réduction est égale à 85% du montant de la variation de la valeur locative la première année. Et donc cette réduction diminue puisqu'elle est de 10% la sixième année et à partir de la septième année, c'est la valeur totale qui est prise en compte sans aucune réduction. Et par contre, cette réduction cesse de s'appliquer en cas de changement d'exploitant pendant cette période. Donc en 2019, il y a une évaluation d'un changement des modalités d'évaluation des bâtiments industriels qui est mise en place. Donc les propriétaires des bâtiments et terrains industriels souscrivent à la demande de l'administration une déclaration sur un formulaire établi par l'administration qui permet d'identifier l'activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages mentionnés, la catégorie dont ils relèveraient s'ils étaient considérés comme des locaux professionnels. Donc, première année de l'exclusion de la méthode comptable pour les artisans. Donc, ce régime est applicable en cas de cessation d'activité aux entreprises qui en bénéficiaient tant que le bien ne fait pas l'objet d'une nouvelle affectation ou d'une nouvelle utilisation. Une entreprise qui exploite un bien dont elle n'est pas propriétaire et qui remplit pour la première fois exerce une activité artisanale, informe au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle respecte ces conditions le propriétaire. Il en est de même lorsque l'entreprise ne respecte plus ces conditions, donc ce qui veut dire que lorsque un artisan change d'activité, il doit en informer son propriétaire, qui lui-même devra informer l'administration fiscale des changements pour que éventuellement la base d'imposition soit modifiée. En matière de recouvrement d'impôts, certaines opérations pourront être confiées à des prestataires extérieurs. L'État est autorisé, donc sous certaines conditions, il y a une faute là, sous certaines conditions, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes, donc de recouvrement des impôts payés en liquide ou par carte de paiement. Donc, pour aller payer vos impôts en espèces ou par carte de paiement auprès de prestataires extérieurs qui seront définis. Ce sera peut-être tout simplement dans les bureaux de tabac, comme ça peut déjà exister pour les PV par exemple. L'exercice de ces missions est soumise au contrôle de l'État, exercé par les mêmes services que ceux contrôlant les comptables publics.
Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions. Donc après la privatisation des contrôles fiscaux, c'est la privatisation des recouvrements de l'impôt. L'institution d'une procédure particulière d'abus de droit par fraude à la loi. Donc, constitution d'un abus de droit à 2 étages. Donc, le premier étage qui viserait les actes à motivation fiscale principale pour lesquels il n'y aurait pas de majoration. Et donc, un second étage qui consisterait en l'abus de droit actuel, donc celui qui existe aujourd'hui, qui vise les actes à motivation fiscale exclusive assortis des majorations automatiques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'introduction d'une nouvelle notion avec cette notion de motivation fiscale principale pour laquelle, pour l'instant, il n'y aurait pas de majoration, alors que dans l'autre cas, de l'abus de droit, on a des majorations qui vont de 80%. En cas de rescrit, donc le rescrit, c'est une demande que le contribuable formule auprès de l'administration pour avoir une réponse sur la possibilité d'être exonéré d'un impôt, par exemple. Donc la garantie s'applique également pour ce dispositif. Donc la procédure ne s'applique pas si l'administration n'a pas répondu dans un délai de 6 mois à une demande préalable du contribuable. Donc on considère que le montage avait été accepté. En cas de mise en place de la nouvelle procédure, donc les sanctions de 80% pour manœuvre frauduleuse pourront trouver à s'appliquer. La majoration spécifique de 40 ou 80% ne serait pas due et resterait applicable aux seuls abus de droit par simulation et aux abus de droit par fraude à la loi pour motivation fiscale exclusive. La charge de la preuve en cas d'abus de droit, donc elle incombe à l'administration, quel que soit l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. Donc c'est toujours à l'administration de prouver l'abus de droit. Également l'instauration d'une amende pour fourniture de faux documents, si on délivre sciemment des documents tels que des certificats, des reçus, des états, des factures, des attestations qui permettent à un contribuable d'obtenir indûment des déductions du revenu ou de bénéfices imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt entraîne l'application d'une amende égale à celui de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt en cause. Cas par exemple, une association donne un CERFA permettant de bénéficier un crédit d'impôt mécénat alors qu'elle n'a pas le droit, ça rentre dans ce cadre-là avec une amende pour fourniture de faux documents, donc qui serait égal à celui de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt en cause. Toujours dans le cadre du contrôle et dans le cadre des arbitrages des dividendes, en vue d'éviter la retenue à la source par des non-résidents. Donc c'est un dispositif qui est destiné à lutter contre les montages internes. Application d'une retenue à la source à tout versement effectué par une personne qui a établi ou a sa résidence en France, au profit directement ou indirectement d'une personne qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence en France. En matière de taxes diverses, renforcement de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes relatives aux déchets. Donc cette mesure vise à inciter les apporteurs de déchets publics et privés à privilégier les opérations de recyclage par rapport aux opérations de stockage ou d'incinération, parce que le stockage et l'incinération, ça coûte cher. Donc cette mesure vise à renforcer la trajectoire d'augmentation des tarifs de la taxe entre 2021 et 2025, afin d'assurer que le coût du recyclage soit inférieur à celui des autres modalités de traitement des déchets. Donc gel de la trajectoire carbone des taxes intérieures de consommation, donc ça c'est issu du mouvement des Gilets jaunes, c'est les mesures qui ont été annoncées au mois de décembre. Donc les tarifs des taxes intérieures de consommation
sont figés à leur niveau de 2018, alors que, pour mémoire, il y avait un programme de revalorisation sur 3 ans. Taxe sur les véhicules de société. Donc, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas que la TVS doit être déclarée sur les TVA qu'on dépose en mois de janvier. Éventuellement, il y a jusqu'au 24. Si c'était pour hier, c'est trop tard. Assujettissement à la TVS et au malus automobile des véhicules équipés d'une plateforme arrière. Ça concerne les pick-up qui sont aussi maintenant assujettis à la TVS. Il y a un certain nombre de taxes qui étaient jugées à faible rendement qui sont supprimées. Donc il y a une vingtaine de taxes à faible rendement. Donc c'était celles dont le rendement était inférieur à 150 millions d'euros, donc celles qui procuraient moins de 150 millions de rentrées fiscales. Donc il y en a une vingtaine qui est supprimée. Il y en aurait quand même 192 qui correspondent à cette définition, donc qui ramènent moins de 150 millions d'impôts. Donc il y a encore du chemin à faire pour les supprimer toutes. Également, suppression de dépenses fiscales inefficientes. Donc suppression ou réduction des avantages fiscaux associés à plusieurs dispositifs dont l'efficacité est limitée ou l'existence moins justifiée, puisque effectivement il peut y avoir des mesures à un moment donné qui ont été mises en place pour aider certains secteurs d'activité. Au bout de quelques années, ça ne se justifie peut-être plus. Donc c'est le cas de la remise gratuite de matériel ou de logiciels informatiques totalement amortis à un salarié. Donc c'est une mesure qui n'a pas pris, donc elle est supprimée. Les provisions spécifiques pour l'aide à l'installation, c'est également supprimé. Les exonérations de plus-value de cession de titres de sociétés financières d'innovation. Les amortissements exceptionnels, toujours pour ces sociétés financières d'exploitation, supprimés. Déduction forfaitaire minimale pour frais professionnels des demandeurs d'emploi. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Demandeurs d'emploi de plus d'1 an, c'est également supprimé. Aménagement de la CSG. Donc le taux de la CSG ne bouge pas, elle reste à 17,2, mais vous savez qu'à l'intérieur de la CSG, si vous avez déjà rempli les déclarations pour verser la CSG sur les dividendes, vous avez pu voir qu'il y a 5 ou 6 lignes avec des taux différents. Donc là, il y a un réaménagement technique, il n'y a plus que 3 lignes, c'est après que je vais vous en parler d'ailleurs. Et vous allez voir comment une mesure comme ça, qui paraît anodine, peut rapporter pas mal au niveau des impôts. Donc, modalité d'application du taux normal pour les revenus de remplacement. Donc, les foyers dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est au moins égal à 11 018 euros et inférieur à 14 404 pour une personne seule. 22 096 pour un couple bénéficient du taux réduit de CSG de 3,8% sur leur pension de retraite et d'invalidité, ainsi que sur leurs allocations de chômage ou indemnités d'activité partielle. Lorsque ce seuil de revenu est franchi, c'est le taux normal de 8,3% qui s'applique. Afin d'éviter que les titulaires de revenus de remplacement ne soient assujettis à la CSG au taux normal pour des hausses parfois limitées et temporaires de revenus, le taux normal de CSG ne s'appliquera désormais que lorsque les revenus de référence des assurés excéderont le seuil défini au titre de 2 années consécutives et non plus une seule année de dépassement. C'est vrai que si on passe de 3,8 à 8,3, ça fait quand même 4,5 points de plus. Des fois, pour des dépassements de seuil faibles, ça peut coûter cher. Donc cet article s'applique aux contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019 et ça devrait concerner 350 000 foyers de retraités. Donc c'est là où il y a un réaménagement des prélèvements sociaux sur les revenus du capital, modification de la composition, mais maintien du taux global, donc à 17,2. Donc le taux de prélèvement de solidarité est relevé de 2 à 7,5%. Et ce prélèvement est affecté au budget de l'État, alors que normalement la CSG c'est une cotisation sociale. Suppression du prélèvement social de 4,5% et de sa contribution additionnelle de 0,3%. Diminution du taux de CSG de 9,9% à 9,2%.
le taux de la CRDS demeure fixé à 0,5%. Et donc le taux global des prélèvements sociaux demeure fixé à 17,2%. Donc ça fait 7,5 plus 9,2 plus 0,5. Ça fait bien 17,2. Ces modifications s'appliquent à partir du 1er janvier 2019 pour les produits de placement et à compter du 1er janvier 2018 pour les revenus du patrimoine, donc avec un effet rétroactif. Et quand je vous disais que ça peut rapporter gros, donc la CSG à la base c'est une cotisation assimilée à des cotisations sociales. Donc les personnes qui sont affiliées à un autre régime de sécurité sociale européen normalement ne reversent pas de CSG puisque c'est une cotisation sociale. Comme ils en payent déjà ailleurs, ils n'en reversent pas en France. Sauf qu'avec cette mesure qui fait passer la contribution de solidarité qui, elle, dépend du budget de l'État, donc qui est un impôt de 2 à 7,5%, ils sont normalement assujettis à 7,5%. Et donc ce tour de passe-passe devrait rapporter pratiquement 1 milliard d'euros. Donc comme je vous disais, exonération des personnes affiliées à un autre État du régime de sécurité sociale européen, donc c'est une jurisprudence Ruyter. Donc les personnes qui relèvent d'un régime de sécurité sociale au sein de l'espace économique européen, donc c'est l'Union européenne plus l'Islande, plus la Norvège, plus Liechtenstein ou de la Suisse, sont exonérées de CSG et de CRDS sur leurs revenus de patrimoine et sur leurs produits de placement à condition de ne pas être à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale française. Donc en revanche, ces personnes sont redevables du prélèvement de solidarité de 7,5 entièrement affecté à l'État. Remise en cause de la majoration de CSG pour certains retraités. Donc la CSG au taux de 3,8% pour les pensions de retraite et allocations chômage. Les revenus excédant 11 128 euros pour la première part du quotient familial majoré de 2 971 pour chaque demi-part supplémentaire. Revenus perçus l'avant-dernière année ou l'antépénultième inférieur à 14 548 pour la première part de quotient familial majoré de 3 884 euros. Donc c'est le taux de CSG de 3,8 qui s'applique. Taux de CSG au taux de 6,6, c'est-à-dire abandon de la hausse de 1,7 points pour les pensions de retraite perçues par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année sont compris entre 14 548 et 22 580 euros, avec des majorations pour demi-part supplémentaires. Donc ça, c'est aussi les gilets jaunes. Et pour terminer,